210 continue avec le docteur Renaud Boris Mbota qui, dans le temps du réveil, fait la mise au point sur le mariage mixte et la ségrégation. Est-ce qu'il répond au pasteur Lifoko du ciel ou sinon au pasteur Yannick Moussongo? On ne sait pas. Suivant le temps du réveil. Bonjour chers téléspectateurs, grande ma joie de me retrouver encore une fois de plus devant vous pour aborder cette thématique que nous avons déjà eu à traiter plus d'une fois ici. J'aimerais ici revenir pour faire la mise au point, quelques mises au point sur le mariage mixte et la ségrégation raciale, parce que on nous prêche aujourd'hui dans notre pays un message dit de William Branham, donc un message suranné, un message qui est en quelque sorte obsolète depuis 1977, puisque c'est la date butoir de la fin du monde proclamée par William Branham et qui avait complètement échoué. Alors c'est même une chose honteuse de voir des gens professer le message du temps de la fin, prêché par William Marion Branham, au-delà du temps de sa péremption. Alors, la Bible nous dit que Dieu a créé, la Bible ne nous a jamais dit que Dieu a créé le noir, le rouge, le jaune et le blanc, mais elle dit Dieu créa l'homme à son image et selon sa ressemblance. Et en plus de ça, la Bible nous souligne, comme nous l'avons déjà démontré plus d'une fois, que le mariage entre les saints se faisait dans le Seigneur. Et lorsqu'on parle du Seigneur, dans le corps du Seigneur, c'est un corps multiracial en quelque sorte. Il n'y a pas une distinction entre les couleurs de peau pour ceux qui appartiennent en Christ. Parce que les murs de séparation et tous les restes ont été renversés depuis l'œuvre du Mashiach sur la croix qui a fait des Juifs comme des non-Juifs un seul peuple, constituant un seul corps. Alors, nous avons en quelque sorte connaissance que l'ère de l'esclavage fut marquée par la supériorité de la race blanche sur la race noire. Ça, nous le savons très bien. Et pendant plus d'un siècle au niveau des États-Unis. Mais non, il y en a qui vantent, par exemple, les croyants du message du temps de la fin, qui vantent que Abraham Lincoln était en quelque sorte l'ami des Noirs. Mais ils ne savent pas que ces derniers, en effet, que le 13e amendement qui abolissait l'esclavage physique aux États-Unis d'Amérique en 1865 n'avait jamais émancipé ou libéré le noir comme on nous le chante constamment. Lisons un peu les propos d'Abraham Lincoln pour qu'on comprenne un peu le fond de sa pensée. Est-ce qu'il était l'ami des Noirs, l'ami des Afro qui étaient aux États-Unis, ou bien il avait fait pour d'autres objectifs? Il va dire ce qui suit, je vais le lire et puis vous donner la référence. Il dit ce qui suit. Mon objectif primordial dans cette lutte est de sauver l'union et n'est ni de sauver ni de détruire l'esclavage. Si je pouvais sauver l'union sans libérer aucun esclave, je le ferais. Et si je pouvais le sauver en libérant tous les esclaves, je le ferais. Et si je pouvais le sauver en libérant certains et en laissant les autres tranquilles, je le ferais. Ce que je fais à propos de l'esclavage et de la race de couleur, je le fais parce que je crois que cela aide à sauver l'union. Et je m'abstiens parce que je ne crois pas que cela aiderait à sauver l'union. Alors, je ferai moins chaque fois que je croirais que ce que je fais nuit à la cause, et je ferai plus chaque fois que je croirais que cela pourra faire aider la cause. Discours d'Abraham Lincoln dans Lettre à Horace Greeley, 22 août 1862, page 388. Alors, vous constatez ici ensemble avec moi que l'objectif d'Abraham Lincoln, c'était de sauver l'union, puisque les États-Unis sont entrés en sécession, en guerre de sécession, dès l'élection d'Abraham Lincoln, quand il a été réélu, quand il a été élu en 1860. Alors, son élection a provoqué une guerre de sécession et 11 États du sud des États-Unis ont en quelque sorte entré en sécession pour rompre avec les États-Unis, donc sortir de l'Union. Juste pourquoi? Parce que la volonté du parti républicain, le parti d'Abraham Lincoln, freinait en quelque sorte l'expansion de l'esclavage vers l'Ouest. Donc ce n'était pas parce que Abraham Lincoln voulait abolir l'esclavage que les États-Unis sont entrés en sécession, comme on ment dans le monde du message de William Branham, comme on leur dit, on leur fait comprendre que voilà, écoutez, Abraham Lincoln aimait tellement les Noirs qu'il a entraîné même les États-Unis dans une guerre juste pour abolir l'esclavage, ce qui est faux, ce qui est totalement faux, qui est complètement mensonger. Donc la guerre de sécession avait pour raison laquelle ces États s'opposaient aux volontés du Parti républicain de freiner l'expansion
de l'esclavage vers l'Ouest. Et il y a beaucoup des enjeux économiques, les enjeux politiques, ainsi de suite. Puisque le Nord était complètement industrialisé, n'avait pas besoin d'une main-d'œuvre des esclaves. Alors, c'était une raison favorable, étant soutenu par les abolitionnistes qui exigeaient que Abraham Lincoln puisse rompre avec cette pratique-là de l'esclavage. Alors, ils l'ont soutenu dans ce sens-là. Donc, le monsieur ne sait pas, comme on le proclame, en quelque sorte comme étant l'ami des Noirs, celui qui a entraîné les États-Unis dans une guerre sanglante juste parce qu'il voulait libérer les Noirs. C'est totalement faux. Alors, lorsque nous venons de lire ici, c'est que le discours d'Abraham Lincoln, on comprend bien ce qu'il a souligné et il a montré sa priorité. Sa priorité, c'était de sauver l'Union. Donc, s'il fallait sauver l'Union en libérant les esclaves, il libérait les esclaves. S'il fallait sauver l'Union en gardant les Noirs dans l'esclavage, il les gardait dans l'esclavage. Donc, l'objectif n'était pas qu'il était en quelque sorte l'ami des Noirs comme on a voulu le chanter comme tel, ce qui est totalement faux. Alors, Abraham Lincoln lui-même aussi avait en quelque sorte envisagé comme solution salvatrice de l'Union, l'une des hypothèses qu'il avait soulignées comme solution salvatrice de l'Union qui était en phase d'éclosion, c'était le rapatriement des esclaves dans leur continent d'origine, notamment dans un État spécialement créé à cet effet, qui est le Libéria. Donc, pour Abraham Lincoln, il fallait rompre, si une fois on rompait avec l'esclavage des Noirs, mais on ne devait pas garder les Noirs avec nous parce qu'ils n'étaient ni prêts à leur accorder une citoyenneté américaine, ni prêts à leur accorder le droit de vote ou le droit d'être voté, ou encore la possibilité de se marier avec le blanc. Il a même souligné que si je ne veux pas d'une femme comme esclave aux États-Unis, ça ne voudra pas dire que je voudrais d'une femme comme femme d'un homme blanc aux États-Unis. Donc, il était totalement opposé. Et son objectif à lui, comme nous venons de le souligner, n'était pas d'affranchir les Afros et de les garder sur le territoire américain, mais c'était plutôt de les rapatrier sur leur continent d'origine, en d'autres termes, en Afrique, dans une nation qui a été créée effectivement à cet effet, qui est le Libéria. Donc, à partir de ce moment-là, on comprend que Abraham Lincoln n'était pas celui que l'on chante comme étant l'ami des Noirs, ce qui est totalement faux. Et Abraham Lincoln n'était pas en quelque sorte l'ami des Noirs, mais il était plutôt un optimiste pragmatique. Et même la statue que nous allons vous projeter ici, si vous regardez bien cette statue, elle a été élevée aux États-Unis d'Amérique. Et là, sur la statue, si la réalisation peut nous balancer cette statue-là, elle est importante qu'on interprète cette statue. Et vous allez remarquer que sur la statue qui est élevée, érigée en mémorial de l'émancipation d'Abraham, de l'œuvre d'Abraham Lincoln de l'émancipation sur la race noire, c'est une statue où on voit le président Abraham Lincoln debout, tenant en main un parchemin, soit le 13e amendement ou encore la Constitution des États-Unis, qui abolissait l'esclavage en 1865 sur le territoire de l'Union. Mais seulement sur l'image, quand vous regardez sur l'image, on ne nous l'a pas projetée, sûrement elle n'est pas prête, mais ceux qui peuvent me contacter, je peux leur envoyer cette image, ceux qui n'en ont pas. Mais non seulement sur l'image, on voit un noir, on voit en quelque sorte un noir à genoux, en position de soumis, de dominé et d'inférieur, au pied d'Abraham Lincoln. Donc le noir est complètement à genoux, en position de soumis, en position de dominé, en position d'inférieur, sous le pied d'Abraham Lincoln, alors que Lincoln n'avait jamais, en quelque sorte, une vision d'accorder une égalité interraciale aux Afro-Américains. Il n'avait pas cette vision-là de leur accorder ni la citoyenneté américaine, comme nous l'avons dit, ni le droit de vote, ni le droit d'être voté. Et vous le savez bien pour ceux qui suivent l'histoire des États-Unis d'Amérique. Vous savez très bien que le noir, à un certain moment, contribuait même à payer les impôts, mais alors qu'il n'était pas représenté au niveau de l'administration américaine, il ne pouvait pas être éligible. Et tout ça là, c'est la marque de la ségrégation raciale. Donc en quelque sorte, quand Abraham Lincoln a proclamé l'émancipation de l'homme noir est juste passé de l'esclavage à la ségrégation. Et ensuite, après la ségrégation, nous sommes arrivés à l'autre phase, et les phases que nous sommes en train de vivre aujourd'hui avec les Américains. Donc le projet d'Abraham Lincoln n'étant pas entièrement accompli, l'esclavage moral a alors succédé à l'esclavage physique. Donc les Afros n'étaient plus physiquement esclaves aux États-Unis, mais ils étaient restés moralement esclaves et ils étaient soumis à beaucoup de restrictions. Maintenant, lisons ici le propos de William Branham pour qu'on termine, avant qu'on puisse chuter. William Branham, comme je le rappelle, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'était un homme irlandais né du métissage d'un Irlandais avec un blanc, donc avec plutôt une indienne. Donc lui-même, il était d'abord métis, produit du métissage.
Et il était du Sud. Qu'est-ce que William Branham va dire? En 1960, allons-y très vite, puisqu'on n'a pas assez de temps. En 1960, William Branham va proclamer ce qui suit dans la prédication dès ce moment, prêché le 2 mars 60, le paragraphe 31. Il dit ce qui suit. « Combien je peux me souvenir des moments dans un vieux petit salon qui a servi d'église, là où des gens de couleur étaient en train de prêcher l'évangile. J'étais du Sud et je n'aimais pas les gens de couleur. » Ça, c'est la déclaration de William Branham. Il proclame bien qu'il était des États du Sud et il n'aimait pas les gens de couleur, c'est-à-dire les Noirs. Alors, déjà, le fait de proclamer cela en tant qu'un prophète de Dieu, lorsqu'on prend 1 Jean chapitre 3, le verset 14, la Bible dit « Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas ne demeure pas dans... Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. » Et au verset 15, il a dit « Quiconque est son frère est un meurtrier et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. » Donc, le fait déjà pour William Branham de ne pas aimer les Noirs parce qu'il était du Sud et il a dit « J'aimais pas les gens de couleur », alors, cela témoigne réellement que la vie éternelle n'était pas au-dedans de lui. Parce que celui qui a connu Dieu ne peut pas dire qu'il aime Dieu qu'il ne voit pas, dit la Bible, alors qu'il est son frère qu'il voit, juste parce qu'il n'a pas la même coloration de la peau que lui. Et ça se dit prophète, et c'est son message qui est prêché même au niveau de l'Afrique noire pour faire la honte du continent africain, la honte de la peau noire, en prêchant le message d'un homme raciste qui non seulement a soutenu la ségrégation raciale, mais plutôt est en train de diviser aussi des familles, de rompre avec le tissu social de plusieurs familles au sein de ceux qui ont cru à son dit message. Alors, en 1964, là c'était en 1960, il dit qu'il n'aime pas les gens de couleur. En 1964, quelqu'un lui pose des questions précises. Et j'aimerais qu'on lise vraiment ces questions-là, c'est important, avant qu'on chute dans les 2 minutes qui suivent, puisqu'on n'a pas assez de temps. Il a dit dans question-réponse du 30 août 1964, page question 425. Quelqu'un peut-il être chrétien et ne pas aimer les gens de couleur? Dieu ne voudrait-il pas qu'ils soient traités comme nous parce qu'ils sont noirs? Est-ce que vous suggérez là-dessus? Croyez-vous à l'intégration ou à la ségrégation? Écoutez la réponse de William Branham à ces questions qui lui sont posées. Il va sauter les 2 premières questions, il ne répond pas à ces questions, et il répond directement à la 3e en disant, au paragraphe 161, « Je crois à l'intégration. Je crois qu'un homme, quelle que soit sa couleur, où qu'il soit, c'est un homme tout comme moi, j'en suis un. » Mais William Branham qui dit qu'il croit à l'intégration, nous sommes en 1964, mais lorsqu'il descend plus loin, l'intégration n'exclut pas le mariage entre l'homme noir et l'homme blanc. L'intégration suppose que le blanc et le noir doivent avoir l'égalité des chances aux États-Unis et qu'ils doivent former un seul peuple. Mais quand William Branham descend plus bas, au paragraphe 166, c'est là qu'il interdit le mariage entre le noir et les blancs. Maintenant, en 1965, pour terminer avec cette déclaration de William Branham, il va dire ce qui suit dans la porte, prêché le 6 février 65, paragraphe 134. Il dit ce qui suit, suivez bien. Il y a quelque temps dans le Sud, c'est une petite histoire, il y avait un roi, ou plutôt un acheteur, on vendait des esclaves. C'était à l'époque de la ségrégation. Et on pratiquait l'esclavage dans le Sud. Les gens allaient acheter les esclaves juste comme on achète une voiture d'occasion dans un parking. Eh bien, je suis un intégrationniste, absolument. Je veux dire un ségrégationniste. Je suis un ségrégationniste. En effet, peu m'importe combien on discute, vous ne pouvez pas être chrétien et être intégrationniste. Donc voilà, William Branham qui affirme qu'on ne peut pas être chrétien et être en faveur de l'intégration raciale. Donc il fallait, en tant que chrétien, il faut être ségrégationniste, mais alors que la Bible dit dans Acte 10, verset 34, Dieu n'est pas partiel, mais en toute nation, l'homme qui le craint et pratique sa justice, lui est agréable. Alors, comprenons ensemble avec moi, chers croyants du message de William Branham, que Branham était un adepte de la ségrégation raciale et le fait pour lui d'avoir été photographié en compagnie des Noirs n'est pas plus éloquent que ses propres paroles. Même Peter Botha, le garant de l'apartheid en Afrique du Sud, s'était fait photographier avec Houphouët-Boigny, mais il était néanmoins un raciste. Alors, si Branham croyait réellement que les Noirs étaient égaux aux Blancs, tout consort comme certains le chantent, pourquoi n'y avait-il pas de Noirs dans sa propre équipe, ni même de Noirs dans son propre tabernacle ou faisant partie de son staff? Et par là, on termine en disant un mot à l'hypocrisie de certains pasteurs du message de William Branham, en l'occurrence le pasteur Lifoko, qui se dit opposé au mariage interracial, mais qui accepte dans leur congrégation des couples interraciaux
au point même de bénir leur mariage, ainsi de suite, et de se dire, mais écoutez, ils ont cru de cette manière-là, ils sont venus comme ça. C'est comme si on me disait, voilà, un homme a volé une voiture avant la conversion, et une fois qu'il s'est converti, il continue de rouler avec la voiture qu'il avait volée. C'est de la pure hypocrisie. Donc on comprend par là que le message de William Branham est un message raciste et qui n'a réellement pas de place au niveau du continent noir ou au niveau du peuple africain, parce que croire au message de William Branham, c'est s'insulter soi-même et dénigrer sa propre valeur. Je vous dis merci, au revoir.